et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis le propriétaire du château d'Hermival, près de Lisieux en Normandie. Un château que j'ai racheté il y a 6 ans et qu'on a rénové pour en faire 3 activités principales. La première étant le mariage, donc l'accueil d'événements privés, mariage de beaucoup. Il y en a justement un actuellement là qui se déroule à Hermival dans la cour. Les séminaires pour les pros et la chambre d'hôtes. Voilà. Alors, le mariage étant un élément très important, puisqu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, pour moi, ça correspond à peu près à un gros 2/3, voire 3/4 de mon chiffre d'affaires. Donc, pour vous dire que je suis ça de très près, c'est ce qui fait qu'Hermival peut être ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer cette conférence. Tout le monde voit bien la présentation. Parfait. Donc, du coup, j'ai divisé ça en quatre points. En 4 points. Attendez, là. Hop, c'est bon. Tout de suite, on va faire un petit point sur les chiffres. On va rappeler quelques chiffres. Alors, ces chiffres-là, c'est les chiffres que j'ai pu récupérer sur des études qui sont mises en ligne et accessibles à tout le monde, notamment par des sites comme mariage.net ou autres, qui suivent ça évidemment de très près aussi. Donc, on va dérouler quelques chiffres. Alors, j'ai sélectionné des chiffres qui nous intéressaient, nous, par rapport à ce qu'on en faisait, hein, les lieux et nos monuments dans le monde du mariage. Ensuite, parler un peu de comment se faire connaître et le référencement de nos lieux pour le mariage, pour le business mariage. La tarification, donc les tarifs qu'on applique et comment les appliquer et les différentes formules qui existent. Et recommandations, commissions et prestataires. Donc là, c'est comment se passe la vie des prestataires qui interviennent sur nos lieux. Alors évidemment, ça va être très axé, donc mariage dans nos monuments historiques. Je pense que si vous êtes là, c'est que pour beaucoup, vous faites également du mariage dans vos monuments. Et si ce n'est pas le cas, ça peut vous donner l'idée ou pas d'en faire d'ailleurs. Donc, tout de suite, on va faire sur quelques chiffres. Alors, c'est des études qui ont été faites et qui ont été publiées là au printemps sur des profils mariage donc, en 2024. Donc, on va reprendre quelques chiffres ensemble. Donc, l'âge moyen pour un mariage aujourd'hui est de 36 ans. La génération Z, donc, que j'ai définie en dessous, hein, génération Z, ce sont les personnes qui sont nées fin des années 90 et 2010. Donc, on voit bien un gros regain de la génération Z, logiquement, à entrer dans les profils des mariés pour les années à venir et donc dès 2024. Les milléniaux représentent encore 60%. Donc, les milléniaux, ce sont les personnes nées entre 60 et 80. On a un chiffre qui est 12 mois. Donc, 12 mois, c'est le temps de préparatif moyen, on va dire, pour un mariage. Entre le moment où ils sélectionnent leur lieu, en tout cas, le moment de la demande en mariage et le mariage en lui-même. Et le dernier chiffre, 58%, ce sont ceux qui ont déjà des enfants. Donc, ça correspond à l'âge moyen qui évolue. Hein, effectivement, les gens se marient de plus en plus tard. Aujourd'hui, voilà, l'âge moyen de 36 ans, ce sont des personnes qui sont adultes, qui gagnent de l'argent, qui payent généralement leur mariage eux-mêmes. Il y a moins d'invités. On va le découvrir tout ça après avec les chiffres. Et donc, évidemment, ils ont souvent déjà des enfants. Voilà. Donc, on voit la proportionnelle des mariages en 2024. Alors, 2025, on ne le sait pas encore. On le découvrira à la fin de l'année, mais ça suit la tendance. Alors, le mariage type en France. Je vous ai mis quelques chiffres retrouvés également. Donc, le nombre d'invités moyens en France. Alors, les stats que je donne là, ce sont des chiffres qui prennent tout confondu. Donc, ça va aussi bien du mariage en salle des fêtes dans la Creuse que dans un grand château national. Pour faire ça. Donc, évidemment, ce sont des moyennes. Donc, il faut prendre ça avec un peu de recul. Mais effectivement, nous aussi, on l'a constaté ici à Hermival, le nombre d'invités moyens diminue. On a très rarement, nous en tout cas, on voit très rarement des demandes avec des gros mariages. Et même dans les confrères que je consulte, avec qui je discute de Normandie, qui font ça, audacieux ou pas, on est sur une moyenne environ de 100 invités, on va dire. Puisque voilà, 66% des couples ont moins de 100 invités. Et je vous ai mis une thématique. Donc, les thématiques recherchées les plus souvent pour le mariage, donc élégant, romantique, bohème, qui truste le podium. Voilà, c'est intéressant aussi ces choses-là. Donc, ce sont des tendances que les mariés veulent donner à leur mariage en fonction de ce qu'ils voient, notamment sur les réseaux, par rapport à ce qu'ils ont pu connaître comme autre mariage, etc. Et donc, ça donne, on va dire, des tips sur nos lieux, comment ils doivent présenter les choses pour coller, on va dire, à la tendance, si on veut coller à la tendance.
Le chiffre important aussi, c'est que donc, en France, en 2024, 240 000 mariages ont été célébrés. On est revenu à des tendances d'avant Covid. On a eu un pic énorme en 2023, je crois, qui était à plus de 300 000 mariages célébrés en France. Et là, on revient à une tendance autour de 230-240 000 mariages célébrés en France. Donc on comprend que c'est un vrai business. Il y a un vrai chiffre d'affaires à générer avec le mariage au regard du nombre qui ont lieu. Ensuite, pour finir un petit peu sur les quelques chiffres qui donnent les tendances, donc ça c'est intéressant, le coût moyen d'un mariage en France. Alors, il y a différents chiffres qui ressortent. Je me suis basé sur l'étude qui avait été faite par mariage.net, qui est une étude très sérieuse. Ils font partie d'un organisme international, etc., de statistiques, pardon. Et en gros, ce qu'ils ont pu repérer, eux, c'est qu'en 2024, le panier moyen pour un mariage était de 19 921 €, donc environ 20 000 €. Et les chiffres d'après sont intéressants aussi, puisqu'on voit que du coup, hop, je vais passer ici, 40% des couples ont dépensé plus de 20 000, 25% en ont dépensé plus de 25 et 10% en ont dépensé plus de 35 000. Voilà. Donc, ça permet déjà de vous, tout de suite, en rentrant dans le vif du sujet, si vous faites ce type de métier dans vos lieux, de voir un petit peu déjà comment vous pouvez vous positionner par rapport à ces chiffres. Encore une fois, je répète, ce sont des coûts moyens. Évidemment qu'une salle des fêtes de commune à 300 € va faire tomber fortement sur le lieu de réception, puisque on voit bien que là, le lieu de mariage coûte en moyenne en France entre 5 500 et 6 500 €. Voilà. Donc là-dedans, comme je viens de le dire, il y a des salles des fêtes à 300 € et il y a des grands, gros châteaux ou des grands, gros domaines qui vont des fois à 20, 25, 30 000 € la location. 33% des couples ont dépensé plus de 6 000 €, 20% des couples ont dépensé plus de 8 000 € pour leur lieu et 10% ont dépensé entre 10 et 20 000 € pour leur lieu de mariage. Le marché du mariage, je vous l'ai dit, 240 mariages célébrés en 2024, 240 000 mariages. C'est un marché qui pèse près de 4 milliards d'euros. Et alors ça, c'est super intéressant. 35% d'augmentation en 5 ans. Donc c'est un marché qui a explosé ces 5 dernières années. Alors certainement aussi après Covid. Déjà, la tendance était quand même avant et après Covid, ça a peut-être accéléré un petit peu les choses. On va voir un petit peu après pourquoi, en tout cas comment moi je l'analyse. Mais c'est un vrai marché qui est en pleine expansion. Le lieu de mariage, donc la première décision pour un couple lorsqu'elles ont fait leur demande en mariage, c'est le lieu. Donc on a bien vu 12 mois de préparatifs en moyenne, ça peut être un peu plus long. Nous, des fois ici on enregistre des mariages à N-2. Et effectivement, on voit donc les lieux qui sont les plus populaires. Les domaines sont privilégiés. Donc voilà, on voit bien que du coup sur les domaines de réception, on a plus 4 points. Alors, les plus 4 qu'on voit partout comme ça, c'est par rapport à l'étude 2023. Voilà. Les plus 4, les plus 3, enfin voilà, les petits points que vous voyez ici en augmentation. Donc, on voit que les domaines sont en augmentation, en demande, en requête pour les mariés, pour leur lieu de mariage. Alors, vient ensuite les bâtiments religieux, donc les anciennes abbayes, etc., les hôtels de ville, les salles des fêtes. Donc, les salles des fêtes qui sont loin derrière, quand même 7-17%. Les salles de mariage dans les hôtels ou les restaurants, par exemple. Et après, on a quelques autres points, propriétaires, restaurants, fermes, domaines viticoles, etc., qui sont à moins de 10%. Mais on voit quand même que les domaines, alors dans les domaines, effectivement, les domaines sont les domaines avec les châteaux, sont domaines avec, les beaux domaines qui sont spécialisés dans le monde du mariage, qui sont donc au sommet du podium. Par rapport au secteur géographique, les couples se marient à moins de 50 km de chez eux, et ça, c'est en augmentation. Donc ça, c'est intéressant aussi. Bon, après, ça dépend des positions géographiques du lieu, ça on va en parler après. Si encore je fais l'analogie avec Hermival, nous on est à 2 heures de Paris et on a quand même une grosse clientèle parisienne qui vient en Normandie pour se marier, donc effectivement eux dépassent ce chiffre-là. Mais en gros, dans la tendance, ce sont près de 80% des couples qui sélectionnent un lieu à moins de 50 km de chez eux. Lieu de mariage, dans les premières décisions, les critères qui ont été déterminés. Donc, encore une fois, c'est une étude tirée de la recherche du livre blanc, donc mariage.net, pour 2024.
Alors, le premier critère de recherche pour un lieu de réception, lorsqu'il est recherché en ligne, hein, par rapport à ce qu'eux, ils ont en étude sur leur site de référencement, le prix. Le prix, 67%. Alors, on voit, c'est l'une des seuls points qui est en recul. Alors, le prix reste quand même très important, mais ce n'est pas non plus le point, enfin si, c'est le plus important, mais aujourd'hui, on voit que c'est un chiffre qui est en recul. La capacité d'accueil du lieu, donc ça, on va en parler après par rapport à la tarification. Le style ou le lieu, donc qui représente 47%. Donc ça, c'est par rapport aux tendances que j'ai pu vous donner sur ce que recherchent les gens. Évidemment, les gens qui veulent les futurs mariés qui se marient dans un château avec un style plutôt classique, ce ne sont pas ceux qui vont se marier dans un corps de ferme avec un esprit plutôt champêtre. Voilà, ils orientent un peu leur lieu, en tout cas la recherche de leur lieu en fonction du style qu'ils veulent donner à leur mariage. Les hébergements, ça c'est un point qui est assez important. 41%, le lieu doit offrir des hébergements. Donc ça devient quelque chose de très… moi, je le vois encore une fois ici, ça devient quelque chose de très important pour les futurs mariés. Ils veulent des lieux avec la possibilité de dormir sur place. Alors, les photos des principaux espaces, ça, c'est par rapport au site du référencement, c'est comment les mariés arrivent à se projeter et récupèrent, on va dire, les informations du lieu et donnent au lieu un rendez-vous. L'espace extérieur pour une cérémonie. Le temps de trajet pour y aller, donc ça rejoint la slide précédente avec les moins de 50 km de leur lieu d'habitation. L'exclusivité du lieu, le traiteur, donc la possibilité de le choisir, on va en parler aussi après avec les prestataires, la capacité du lieu et une description claire des installations et opinions des autres couples, donc les avis. Voilà. Donc, en premier lieu, le prix, la capacité d'accueil, le type, les hébergements. Hein, voilà, vous suivez un petit peu le dégressif sur les différents critères de recherche pour un lieu de réception. Donc ça, ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver assez facilement sur ce site-là. Bon, ça c'est assez facile à trouver sur Google, par exemple. Il y a d'autres études par d'autres sites. Mille et une salles en fait un. ABC Salles en fait un également. Donc c'est assez facile de retrouver ces chiffres-là. Alors ils diffèrent un petit peu, mais on va dire que dans les grandes lignes, ce sont les mêmes. Et eux font ça pour essayer d'aider effectivement les lieux de réception ou les autres prestataires, parce qu'il y a toutes les études sur les autres prestataires, les traiteurs, les fleuristes, etc., sur un petit peu les différents points qui amènent les tendances, les chiffres, etc., etc. Donc ça, c'était pour faire un petit point sur les quelques chiffres qui nous rapportent au monde du mariage dans nos lieux. Par rapport à ce qu'on a pu voir sur les slides précédentes, moi j'explique ça avec une analyse assez rapide, notamment par rapport à la hausse des budgets et les recherches de lieux. C'est que le monde du mariage depuis ces 5 dernières années est quand même ultra médiatisé par les émissions télé. Alors, on aime, on n'aime pas, il n'y a pas de jugement de valeur sur la qualité des émissions et ce qui est fait, mais en tout cas, toujours est-il qu'on en parle beaucoup. Alors, marié à tout prix, 4 mariages de Noël, marié au premier regard, etc. On parle du mariage, on en parle beaucoup. Et c'est ensuite catalysé également par les réseaux sociaux. Donc depuis les dernières années, on voit énormément d'influenceurs. Alors j'ai commencé à faire une recherche, je voulais faire une liste et puis au final elle est intarissable. Des influenceurs, influenceuses pour le monde du mariage. Hein, c'est juste énorme. Et je peux vous assurer que moi, de ce que je peux voir ici et de mes mariés, dès l'instant où la demande est faite et qu'elles rentrent dans le dispositif, qu'elles vont se marier, elles se mettent à suivre beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs du monde du mariage sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'explique un petit peu cette tendance à augmenter le prix, etc., etc. Par ça, ça met je ne sais pas, j'emploie des gros mots, mais une pression sociale où effectivement, il faut, comme pour n'importe quoi, hein, il faut faire mieux que ce qu'on a vu, ou tout du moins, il faut se calquer par rapport à ce qu'on a pu voir sur les réseaux, ce qu'elle a fait. Alors, ça a été augmenté en plus avec les sites comme Pinterest, par exemple, où nous, on le voit souvent, les mariés arrivent avec des grandes idées et pas toujours les budgets qui suivent, parce qu'elles se sont inspirées de tout ce qu'elles ont pu voir sur les réseaux, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est une personne là, qui est dans le monde du mariage qui a fait un rapport, donc le même rapport que je vous ai montré avant, mais pour ABC Salles, en février 25, donc là assez récemment, qui a expliqué qu'effectivement, les réseaux sociaux, les plateformes Instagram, TikTok et Pinterest sont des mises en lumière spectaculaires du monde du mariage et sont des catalyseurs puissants sur les lieux, sur les prestataires qui jouent un rôle autour de ce monde-là. Et aujourd'hui, les mariés cherchent des lieux, par exemple, qui soient Instagrammables. C'est comme ça.
Ils cherchent des lieux qui sont beaux, instagrammables, pour faire des belles photos de leur mariage, les publier et montrer qu'ils ont fait le plus beau mariage comparé aux copines ou je ne sais guère, etc. Et c'est toujours ce sentiment de se comparer un petit peu. Alors, c'est pas une réalité pour tout, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est des tendances qu'on peut observer, qu'on retrouve assez facilement sur Internet également, dans les différents articles qui sont présentés. Donc, voilà, donc c'est comme ça que je peux l'expliquer, et ça va ensuite m'emmener à la partie référencement. Donc, effectivement, comment on se fait connaître auprès des futurs mariés qui viennent de se fiancer, donc, pour présenter notre lieu, pour les attirer à venir se marier chez nous. Alors, le premier point, alors là, ce chiffre-là, évidemment, il est un peu biaisé parce que c'est un sondage mariage.net, mais mine de rien, il est assez vrai quand même. Je pense que si vous faites ce métier-là, vous le savez comme moi. Aujourd'hui, les incontournables comme mariage.net, Brightbook qui arrive sur, j'en parlais 2 minutes après, mais Brightbook qui arrive maintenant sur la scène également, et Mille et une salles avec qui on est en partenariat, sont des sites de référencement de prestataires de mariage, et notamment de lieux, qui sont incontournables aujourd'hui. J'avais un chiffre, je me souviens à l'époque, alors je ne sais plus si c'est encore vrai, mais en tout cas, il y a encore 4 ans, quand j'avais fait moi mon benchmark ici, il y a 4-5 ans, 95% des couples qui se mariaient en France étaient inscrits sur mariage.net et passaient par le site mariage.net pour faire leur déroulé, leur chronographie d'organisation. Donc effectivement, ils ont un leadership qui fait qu'aujourd'hui, mariage.net, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais personnellement, moi j'ai quelques soucis avec eux parce qu'ils pratiquent des prix aujourd'hui qui sont assez forts. Je pense qu'on a tous subi ces derniers temps des augmentations assez importantes. Pour ma part, 30% l'année dernière, sans prestation en plus ou quoi que ce soit. Voilà, 30% de plus, c'est comme ça. Donc, j'ai rétrogradé un petit peu mes abonnements. Je vous parle de mon expérience personnelle. Et force est de constater que j'ai moins de leads. Évidemment, j'ai moins de demandes parce que je suis moins vu. Mais après, il y a un peu une course en avant. Parce que aujourd'hui sur mariage.net, vous savez, ils vendent des packages par gold, silver, etc. On est tous logés à la même enseigne pour ce site-là. Et en fait, aujourd'hui, c'est que le standard ne devient plus le premium, on va dire le premier pas. C'est aujourd'hui, il faut être presque gold pour pouvoir être vu ou en tout cas être bien référencé. Je vois qu'on me demande les slides. Oui, je donnerai après, éventuellement, je passerai les éléments si vous le souhaitez. Un petit nouveau qui est arrivé donc, sur les sites de référencement, c'est Brightbook. Donc, Brightbook, c'est un site anglais. Et donc, j'ai appris, et je peux vous le dire, j'ai appris ça la semaine dernière, Brightbook vient de signer un partenariat avec la demeure historique avec des tarifs très intéressants. Et c'est pas idiot. Moi, je suis inscrit depuis 1 an et je commence à rentrer pas mal de leads avec ce site-là. Et en fait, je me suis inscrit dessus parce que je voulais simplement faire tomber mariage.net de son piédestal avec une autre alternative. Et ça marche pas mal. Ils ont des demandes qui sont plus qualifiées. Et voilà, donc je viens de m'inscrire, vous voyez, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, parce que le partenariat a été signé il y a quelques semaines, là seulement. Donc voilà. Mille et une salles avec qui on est partenaire également. Si je suis honnête avec vous, ce n'est pas ce qui m'apporte le plus, très sincèrement. Ce n'est pas le référenceur le plus important aujourd'hui. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais ce n'est pas génial. Donc voilà. Donc, principale source de référencement, les sites spécialisés sur lesquels les mariés vont parce que c'est un incontournable. Ils proposent des outils assez puissants pour les mariés dans le cadre de leur organisation et donc ils sont forcément dessus. Deuxième point qu'on voit, donc le bouche à oreille. Alors ça, effectivement, aujourd'hui, moi, je me rends compte, par exemple, encore une fois, pour parler de mon point personnel, moi, ça fait 5 ans que je fais du mariage à Hermival, et là, au bout de 5 ans, on commence vraiment à avoir du retour de notoriété, parce que ça y est, on est un incontournable, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages célébrés ici, et parce qu'il y a eu beaucoup de photos qui ont été transmises, notamment sur les réseaux sociaux, donc comme je vous le disais hier, présents sur les réseaux sociaux, enfin pas hier, mais la slide d'avant, pardon. Voilà, donc le bouche à oreille fonctionne pas mal. Donc ça, le bouche à oreille, c'est assez facile à faire. Si vous faites du bon travail, normalement, ça se passe pas trop mal. Les moteurs de recherche, donc travailler tout ce qui est son référencement sur Internet, donc son SEO, son SEA, donc référencement naturel, référencement par AdWords. Donc ça, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'outil. Présence sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est un incontournable aujourd'hui par rapport à ce que je vous ai dit juste avant sur la slide d'avant. Donc, effectivement, présence sur Instagram, présence sur Facebook. Alors, TikTok, moi, je ne suis pas encore dessus, mais force est de constater que la génération Z arrivant
assez fortement sur le marché du mariage. Il va falloir que peut-être je m'y mette. Donc voilà, en tout cas, ce sont Instagram étant le privilégié. Hein. Clairement, c'est clairement le réseau social des milléniaux. Et du coup, voilà. Ça permet aussi de mettre beaucoup de photos. Moi, je m'en sers beaucoup comme portfolio pour ce qui se passe ici. Ça permet de partager assez facilement les mariages, etc. Petit conseil, ne pas le faire à outrance. Il y a des lieux qui font vraiment du réseau social à outrance avec des posts. Je pense que ce n'est pas forcément vous servir que de faire des posts à outrance. Il y a plein d'analyses qui sont faites. Il y a des spécialistes pour ça qui pourront vous dire la fréquence qu'il faut faire. Et si encore une fois, vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil, il y a des community managers et des agents spécialisés là-dedans qui peuvent vous faire un très, très beau réseau social, très vendeur et très sexy pour les clients. Les salons du mariage, alors, bon, ça, effectivement, il y en a quelques-uns qui font du salon. C'est 15%, ça représente 15%, on va dire, du référencement et de l'entrant. Bon, à voir, ça dépend si vous avez des beaux salons par chez vous et si ça vaut le coup de les faire. Très sincèrement, pour ceux que moi j'ai pu faire, encore une fois, je vous parle de mon expérience. Généralement, sur les salons du mariage, les gens ont déjà leur lieu de mariage. Étant donné qu'on est les premiers, prestataires à être sélectionnés et à être signés, ils arrivent généralement pour la robe de mariée ou les alliances et pas vraiment pour savoir dans quel lieu ils vont se marier. Ça, ils le savent déjà. Les recommandations d'autres prestataires, ça peut être intéressant, effectivement. Wedding planner, traiteur et autres. On va en parler après des prestataires. Mais donc d'être recommandé par eux, ça peut toujours être intéressant. Donc d'avoir des bonnes relations avec eux, ça peut être aussi important. Les wedding planners, donc ça représente que 3%. Bon, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais chez nous, les wedding planners, on en voit très peu. Voilà. Et les magazines de mariage spécialisés. Alors ça, vous devez souvent être sollicité pour avoir une pleine page, une demi-page ou autre dans des magazines spécialisés pour le mariage. Ça coûte souvent cher et selon l'étude, là, c'est moins d'1% de l'entrant pour les futurs mariés. Donc voilà un petit peu les différents points qui permettent de se référencer et de se faire connaître. Je ne sais pas si, en tout cas, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais ça permet juste de reclarifier, on va dire, l'ordre croissant d'importance des différents sites pour se faire connaître nos lieux et capter des visites pour signer des mariages. Donc, sur les sites spécialisés, donc je vous parlais effectivement… Ah oui, parce que du coup, j'avais fait un essai. Voilà. Non, je reviens en arrière, pardon. Voilà. Sur mariage.net, donc 250 000 couples inscrits actuellement. En fait, ils ont un turnover de 250 000 personnes, en tout cas couples, pardon, pas personnes, inscrits en temps réel et ils ont 62 000 prestataires référencés. Bon, c'est les leaders incontournables du marché, ils le savent, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Faut savoir que ça appartient à un fonds de pension américain, hein, mariage.net, c'est un site international et c'est une grosse machine. Brightbook, en fait, donc comme je vous l'expliquais, nouveau référenceur arrivé récemment, donc 130 000 couples inscrits actuellement. Ils sont en train de prendre pas mal de parts de marché. Ils mettent les moyens pour le faire et avec on va dire des conditions tarifaires et de référencement qui me semblent, moi, plus acceptables et plus logiques que ce que propose Mariage. Alors, je ne suis pas là pour casser du sucre sur mariage.net, hein, chacun a son avis. Mais de ce que j'ai pu échanger avec moi, en tout cas les différents confrères, lieu de réception du Calvados et certains d'entre vous dans les séminaires, je sais que ce n'est pas toujours des relations hyper saines avec mariage.net et on est un peu obligé de passer par eux. Et mille et une ça, je n'ai pas de chiffres. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé du tout de stats sur leur site. Donc voilà. Donc, les moteurs de recherche et réseaux sociaux. Donc là, je redéroule un petit peu en détail ce que je vous ai dit. Donc, la qualité du site Internet. Donc, avoir un beau site Internet. Bon, ça, je ne vous apprends rien, c'est important. Qu'il soit beau, qu'il soit bien fait pour être bien référencé naturellement. Vous pouvez effectivement ensuite faire des campagnes AdWords sur des moments précis. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le mois de janvier est un mois hyper important dans le monde du mariage. En tout cas, moi, je sais qu'à ce moment-là, c'est énormément de demandes. Les gens se voient pour les fêtes de Noël. Ce sont des moments familiaux importants, etc. Il y a énormément de demandes de mariage qui sont faites sur la dernière quinzaine de décembre. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un lieu. Donc, je sais que moi, à ce moment-là, c'est un peu la folie. Donc, une bonne campagne bien placée, ça peut être efficace. Truc tout bête, mais travailler sa fiche établissement, donc les fiches établissement Google, les Google My Business, là, la rendre propre, ça peut être aussi intéressant. Et après, derrière, pour faire du référencement aussi, c'est d'être dans des blogs en ligne ou des articles. Alors après, ça peut être des choses qui sont à votre initiative. Vous pouvez avoir une section blog sur votre site internet ou alors
tout simplement faire un partenariat avec une wedding planner qui a un blog ou un site spécialisé et faire un partenariat avec eux. Ça marche bien aussi pour le référencement en ligne. Donc ça, c'est pour la partie référencement sur Google. Les réseaux sociaux, donc effectivement, la régularité et la qualité des publications. Nous, ce qu'on montre et ce qu'on vend, c'est du beau. Donc, c'est important de faire des belles photos de nos lieux, si possible, effectivement, en condition, parce que les gens ont une capacité parfois faible à se projeter. Donc, de voir des vrais mariages qui ont lieu dans votre lieu, c'est pas mal. Favoriser les partages entre les prestataires et les clients. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que, je vous explique tout comment je fais. Hein. Nous, une semaine après les mariages, généralement, on envoie un petit mail en expliquant que ça s'est bien passé, qu'ils sont contents, etc. Et on demande à essayer de récupérer les photos. Et ces photos-là, avec l'autorisation des mariés, nous permettent évidemment derrière d'avoir du contenu pour les réseaux. Donc, ça prend 2 minutes, c'est juste récupérer un mail. Et moi, je me constitue une base de données pour tous mes réseaux sociaux ensuite. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil, effectivement, c'est de faire appel à un CM, un community manager. Alors là, des agences, il y en a plein. Il y a tout. Là, je suis désolé, hein, il y a un peu à boire et à manger, mais ce sont des personnes qui vont vous gérer les réseaux sociaux, qui vont vous donner les fréquences à laquelle il faut le faire, les bonnes horaires, les bons canaux. Là, pour le coup, je ne maîtrise pas tout. Nous, par exemple, on fait 2-3 publications par semaine qu'on transforme en story. Les réels fonctionnent bien également. Voilà. Donc ça ferait l'objet d'un séminaire complet sur les réseaux sociaux parce que c'est assez vaste comme sujet. Mais en tout cas, voilà, d'avoir des publications de qualité, être régulier. Malheureusement, quand on n'est plus sur les réseaux, on se demande si on existe encore. Donc, ça oblige quand même à avoir une certaine régularité. C'est pour ça. Donc, ça, c'est pour les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Le moteur de recherche en réseau. Après, moi, ce que j'aime bien faire également pour faire connaître mon lieu, et ça, je sais que beaucoup d'entre vous le font également, c'est créer des événements, des partages clients, et ça favorise la notoriété. Donc, vous avez pu le voir, la notoriété, donc c'est-à-dire les recommandations autour de nous, c'est assez important, parce que je ne sais plus, c'est la 3e place, hein, je crois, dans le référencement. Donc, c'est assez important aussi, et comme je vous l'ai dit aussi précédemment, c'est que les mariés sélectionnent des lieux à 50 km autour de chez eux. Donc, d'être assez connu dans son environnement local, c'est important aussi. Donc, organisation de portes ouvertes, organiser des partenariats avec un traiteur, par exemple, pour faire une dégustation, organiser des shootings d'inspiration avec des wedding planners ou des photographes, ça marche bien, et ça permet de créer une émulsion pour faire connaître votre lieu. La tarification de nos lieux, services et positionnement. Donc, le mariage, vous l'avez compris, c'est un vrai business. Petit rappel, donc, un lieu de mariage coûte entre 5 500 et 6 500 euros en France. Et alors, ça, effectivement, c'est un peu un gros mot. On ne sait pas combien de temps ça dure, on ne sait pas ce que ça inclut. Voilà. Mais en tout cas, la moyenne, c'est ça. Donc, on va en parler. Je n'ai pas fait 36 slides là-dessus, mais en fait, c'est une question de positionnement. Comment définir son tarif? Donc, je pense que tous, là, si on fait du mariage, on a un prix, et ce prix correspond à quelque chose. Mais effectivement, il y a des facteurs qui peuvent créer de la moins-value ou de la plus-value sur le tarif de son lieu. La position géographique, tout d'abord. Évidemment qu'un lieu en Île-de-France n'est pas du tout le même prix qu'un lieu au fin fond de la Bretagne. Ce n'est pas du tout contre les Bretons, rassurez-vous. Hein. Mais évidemment, l'Île-de-France, il y a énormément de lieux. Il y a une concurrence qui est très forte, mais malgré tout, il y a un bassin de population énorme. Donc voilà. Être au bord de la mer ou être à la campagne, nous, clairement, les lieux ici, nous, on est à 30 km de Deauville. On n'est pas du tout au même tarif que les lieux qui sont bord de mer à Deauville, évidemment. On est en campagne, on est à l'intérieur, il a fallu s'adapter par rapport à ça. Donc la position géographique, elle est importante. Ensuite, la capacité et les hébergements. Donc il y a des lieux qui proposent des salles pour 30 ou 40 personnes, ce sont des lieux pour des petits mariages, il en existe. Et il y en a d'autres avec des centaines de personnes. Donc effectivement, votre prix, il va dépendre en fonction de votre capacité d'accueil. Donc ça, la capacité d'accueil qui est également un critère pour la recherche du lieu, mais également un critère pour le tarif. Évidemment que si vous avez une salle énorme qui peut accueillir 400 personnes, vous n'allez pas être au même prix qu'une personne qui met son corps de ferme à louer pour faire un mariage à 30 personnes. Voilà. Donc la capacité d'accueil, c'est important, et les hébergements que ça inclut. Nous, ici, on a une trentaine d'hébergements. Évidemment, si vous avez une salle pour 300 personnes et que vous proposez 150 ou 200 hébergements, ça vaut de l'argent, ça vaut quelque chose, donc ça, il faut le valoriser également. Les services et les options. Donc, ça dépend de ce que votre offre inclut. Est-ce qu'elle est tout inclus? Est-ce qu'elle est juste pour une soirée? Est-ce qu'elle est pour un séjour long? Petite parenthèse, la tendance mariage de plus en plus, c'est pour les séjours longs. Les mariés, maintenant, recherchent vraiment des lieux sur 2 voire 3 jours.
Ça, c'est vraiment une tendance qu'on a pu retrouver également sur d'autres statistiques. Est-ce que vous proposez des services avec du personnel? Est-ce que vous intégrez du matériel, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des points qui font que votre tarif va être évidemment différent en fonction d'une offre à partir d'eux avec une ribambelle d'options qui vont vous faire grimper le panier, ou une offre tout inclus, ou non, moi, je ne m'embête pas, je vous mets tout à disposition et tout est compris. Donc, ensuite, évidemment, pour définir son tarif, si vous ne l'avez pas déjà fait, faire une analyse concurrentielle, c'est intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle un benchmark. Hein, c'est juste de voir comment on est positionné par rapport aux autres lieux. Alors, il n'y a rien de grossier à faire ce genre de choses. Hein. Toutes les écoles de commerce vous diront qu'elles le font. Donc, c'est juste d'analyser la concurrence. Qui m'entoure et à combien sont-ils et qu'est-ce qu'ils proposent. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi de connaître un petit peu sa concurrence autour de soi pour juste être en accord avec eux et d'avoir quelque chose de cohérent. La saisonnalité. Donc, le tarif, effectivement, dépend de la saisonnalité. Alors, ça dépend de ce que vous recherchez. Il y a des lieux qui ne veulent pas du tout travailler l'hiver parce qu'ils ne le peuvent pas aussi, tout simplement, dans leurs infrastructures. Mais évidemment, nous, à Hermival, mon prix, il n'est pas le même entre un 15 août et un 15 janvier. Et pourtant, je fais des mariages en janvier. Donc, effectivement, il faut arriver à jauger son tarif pour, malgré tout, attirer des clients l'hiver, même si on y gagne moins, parce qu'il y a un facteur qui rentre en compte, c'est le chauffage. On y gagne moins, mais c'est compensé par ceux de l'été qui vont payer plus cher. Mais en même temps, on va permettre d'avoir un flux tout au long de l'année, et notamment quand on a du staff, ça peut être pas mal. Et ensuite, la cible. Ça, c'est important aussi, c'est quels sont les couples qu'on veut avoir dans son lieu. Évidemment, si vous mettez sur le secteur du luxe, vous allez avoir un prix haut, mais vous allez avoir une clientèle qui va être exigeante. Vous allez devoir présenter des services qui vont être à la hauteur du prix que vous proposez. Vous pouvez être bon marché, avec un bon rapport qualité-prix. Bon, discount, je pense que dans nos cas à nous, je ne pense pas que certains lieux des audacieux fassent du discount. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est une question de positionnement. Nous, ici en Normandie, on a des lieux qui sont à 30 000 € ou même plus cher le week-end, mais parce qu'il y a une ribambelle de services derrière, ils ont du personnel, ils proposent pas mal de choses à l'intérieur, et puis ils ont un positionnement où ils veulent attirer une clientèle de ce type-là. Moi, perso, je n'ai pas fait ce choix-là. On est sur un rapport qualité-prix, on est en prix de marché, et ça me permet d'avoir une clientèle clairement, qui me ressemble, qui est plus facile à gérer, que je comprends mieux. Et ça se passe très bien. Moi, j'ai une bonne clientèle parce que je me suis positionné sur ce point-là. Voilà. Donc ça, c'est comment définir un petit peu son prix. Donc après, effectivement, je vous laisserai voir dans tout ça comment vous positionnez ou ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, c'est 6 facteurs qui sont pour moi importants à prendre en compte quand on commence à établir son tarif. Prestataire, recommandation et commission. Alors, effectivement, quand on travaille dans le secteur du mariage, dans nos lieux, on travaille tous un peu différemment. Et donc, des prestataires sont amenés à travailler avec nous. Et il y a plusieurs façons de les gérer. Et voilà, donc ça, je vais en parler. Le lieu de réception, c'est le premier prescripteur. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un mariage, ça prend en moyenne 1 an à être préparé. La première chose que font les mariés, c'est trouver leur lieu de réception. Et je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que lorsque moi j'ai des mariés en visite et qu'ils signent avec moi, c'est bon, très bien, c'est super. Alors on bosse avec qui maintenant? Parce qu'en clairement, ils veulent savoir quels sont les prestataires qui sont habitués du lieu. Parce qu'ils veulent, alors, soit ils ne veulent pas s'embêter, soit ils ne veulent pas prendre de risques. On se marie qu'une fois en théorie. C'est un moment important de leur vie. Ils vont y mettre un sacré budget. Ils ne veulent pas se planter. Le lieu, c'est facile, ils l'ont vu. Ils savent à quoi s'attendre. Ils ont fait le tour, ils ont tout vu, ils connaissent le prix. Entre guillemets, il y a peu de chances qu'il y ait une surprise. Les autres prestataires, c'est le jour J qui feront leurs preuves. Et là, ils ne veulent vraiment pas prendre de risques. Donc, nous, effectivement, on est les premiers prescripteurs. Oui, pardon. Donc, effectivement, après, ça va permettre de travailler différemment avec les prestataires. On va le voir. Donc, ensuite, on déroule dans un ordre chronologique, une fois qu'ils ont trouvé le lieu, le traiteur, le photographe, DJ, fleuriste, autres, donc groupe de musique, vidéaste, etc. C'est à peu près toujours dans cet ordre-là d'organisation par rapport au choix des prestataires. Voilà. Alors, du coup, pour gérer les prestataires, il y a différents parcours clients et qui correspondent aux différents aussi façons de travailler pour chaque lieu. Alors, moi, j'en ai identifié 4. Le premier, c'est le lieu propose des services en interne. Donc, effectivement, vous avez vous-même au sein de votre lieu un traiteur
parce que vous avez un restaurant, par exemple, ou vous gérez votre partie traiteur vous-même. Et dans ce cas-là, vous l'imposez à vos mariés. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Vous pouvez également vous occuper de la déco, vous occuper des fleurs. Et du coup, ça peut être intéressant pour des fois générer du chiffre d'affaires supplémentaire, de proposer des services en interne. Ça peut être un peu dangereux aussi, de ce que moi j'ai pu voir, c'est que ça peut donner l'image du lieu qui fait un petit peu tout. Ce ne sont pas du tout des audacieux ni des lieux de ce type-là, de ce calibre, on va dire château ou autre, mais il y a des lieux, moi j'ai pu voir, hein, le traiteur, une fois qu'il a fini son service, il devient DJ, et puis une fois qu'il a fini DJ, il lave la salle, parce qu'en gros, il a voulu récupérer tout, il a proposé une offre qui est clé en main. Il y a des clients qui recherchent ça, mais clairement, ça peut aussi faire fuir. Moi, quelqu'un qui fait tout, je considère qu'il ne fait pas forcément tout très bien. Donc, je préfère me fier à quelqu'un qui me conseille des prestataires dont c'est le métier, plutôt que quelqu'un qui fait tout. Mais après, si on intègre un service traiteur, par exemple, si on a un restaurant et que c'est un bon restaurant, il n'y a pas de débat. Donc, premier cas de figure, le lieu propose des services en interne. Le lieu travaille avec des prestataires imposés. Donc, effectivement, vous avez des lieux qui vont… Alors, c'est surtout valable pour le traiteur et pour les DJ pour certains. Le prestataire donc impose un traiteur. Il n'est pas en interne, mais c'est un prestataire exclusif ou plusieurs, ça peut être 2 ou 3 prestataires, avec qui il y a des accords. Donc là, ça permet plusieurs choses. Ça permet de maîtriser qui vient chez soi, parce qu'en gros, vous avez déterminé que voilà, ce sont ces trois traiteurs-là et pas d'autres. Et en plus de ça, ça vous permet de récupérer éventuellement une commission. Parce que vous avez référencé ces trois-là, ils sont en exclusivité, et vous récupérez 3, 5, 10% sur le chiffre d'affaires qu'ils vont générer avec le mariage que vous allez leur proposer et leur vendre finalement pour eux, vous devenez leur commercial. Bon, point négatif, vous l'avez vu, c'est dans les premières slides également, c'est que ça peut être un peu rédhibitoire pour certains mariés de se faire forcer la main. Ils n'aiment pas toujours ça. Donc voilà, ça dépend encore une fois du type de clientèle, mais après, si vous travaillez comme ça, vous travaillez comme ça, et puis les gens s'adaptent aussi à vos règles. Hein. Vous êtes libre de prestataire, mais vous orientez. Donc ça, c'est notre cas de figure, par exemple, à Hermival. Nous, on n'impose pas, on n'a pas de service en interne, mais je propose. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, les clients, quand ils ont signé ici, ok, super, Adrien, c'est bien, on va se marier chez vous, mais du coup, avec qui on travaille, conseillez-nous parce qu'on ne sait pas. J'ai même vu des fois avoir carrément les clients qui m'envoient leur devis pour presque sélectionner le traiteur à leur place. Hein. Ça peut aller loin parce qu'ils veulent être conseillés, ils veulent maîtriser leur budget. Donc là, du coup, vous proposez des listes, donc sans faire de partenariat, mais en gros, vous avez identifié des prestataires avec qui vous n'aurez pas trop d'ennuis. Hein, c'est aussi un peu un retour d'expérience, de se dire, bon, lui, il est pas mal, donc effectivement, ça s'est bien passé, il est respectueux des lieux, donc je vais pouvoir le référencer. Alors, le risque, c'est que vous ayez un prestataire inconnu qui rentre dans l'équation, et du coup, là, vous ne savez pas qui c'est. Il vient faire un one-shot parce qu'il a eu la bonne idée de signer un mariage et du coup, il ne va pas forcément être respectueux des lieux. Donc là, voilà, ça peut toujours être un peu un risque. Nous, petite parenthèse, ce que j'ai fait à Hermival, c'est qu'on n'impose pas. Seulement, j'ai mis des règlements intérieurs et des chartes d'accueil en place. C'est-à-dire que tous les prestataires, traiteurs et DJ qui passent par le château sont obligés de signer un règlement intérieur avec les règles que je leur impose. Donc ça permet de contrôler certaines choses. C'est-à-dire que si demain, j'ai un pépin avec ces deux prestataires-là, bon, pour moi, ils sont importants parce que c'est les deux qui utilisent mes infrastructures. Donc, ma cuisine ou mon matériel audiovisuel. Et du coup, s'il y a quoi que ce soit, je ne vais même pas aller taper sur les clients, je vais directement aller taper sur le prestataire. Voilà. Donc, c'est jamais arrivé pour l'instant, mais si, par exemple, un traiteur part et qu'il me laisse une cuisine sale, je vais lui envoyer une facture de ménage. Et ça, il le sait, il a signé, donc il n'y a pas de surprise. Il est au courant de la façon dont ça se passe. Par contre, je ne touche aucune commission. Donc, en gros, je fais le travail un peu de commercial pour certains de ces prestataires-là, mais j'y touche rien. Je ne dis pas que je ne le ferai jamais, notamment pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, je paye très cher pour me faire référencer, comme j'ai pu vous le dire précédemment, et que du coup, me faire référencer pour ensuite référencer les autres gratuitement, je réfléchis. Voilà. J'ai vu une question sur la proportion des sites qui travaillaient de telle ou telle manière. Non, je ne sais pas. Ça, vraiment, c'est… même nous, dans le bassin que je connais, là, de la trentaine de lieux du Calvados, alors des services internes, il y en a très peu qui l'ont. Prestataire imposé, beaucoup plus. Dans mon cas de figure, prestataire libre orienté, c'est la majorité des cas. Voilà. Et dernier cas de figure, on ne s'occupe pas du tout des prestataires. Alors ça, effectivement, vous pouvez très bien avoir un lieu et vous dire, moi, je vends du mariage, mais alors, je ne m'en occupe pas du tout, parce que déjà, je n'habite pas sur place, peut-être, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, là, c'est un peu risqué quand même, parce que en gros, ça veut dire que le client avec qui vous avez signé,
vous avez intérêt d'avoir un contrat super bordé parce que c'est lui le seul responsable des lieux. Il va être responsable de ses prestataires. Et là, du coup, ça peut être, à mon sens, un peu dangereux s'il n'y a pas d'implication des prestataires également. J'en connais assez peu qui fonctionnent de cette manière. Normalement, si on fait ce business-là et qu'on l'a vécu, on sait que ne pas s'en occuper du tout, ça peut être très dangereux. Voilà. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis. C'était fini. Voilà, c'est pour ça. J'ai parlé des prestataires et j'ai fait 3 quarts d'heure comme c'était demandé, sans répéter, impeccable. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions, aux ateliers. Donc je vais laisser la parole à Marguerite qui va animer cette partie-là et vous allez me retrouver dans un des ateliers avec d'autres. Voilà. Merci Adrien, c'était passionnant de voir tous ces différents aspects qui sont tellement importants quand on est un lieu de réception. On voit d'ailleurs sur la photo ton joli château. Oui, bah, j'ai terminé par voilà, j'ai voulu Absolument. des beaux mariés à Hermival, voilà. Ouais. C'est très sympa. Alors, peut-être qu'il y a quelques questions, mais je vais vous expliquer avant les questions ce qu'on vous propose pour la suite de la conférence, c'est des petits groupes. Alors, je vois qu'on est une trentaine, donc ce sera des groupes de taille moyenne. 3 groupes dans lesquels, en fait, on va pouvoir échanger chacun sur nos cas concrets, sur nos lieux, sur la question qu'on a personnellement, écouter un peu ce que les autres peuvent dire en écho à ce qu'Adrien nous a présenté. Voilà, donc on va faire ça dans quelques minutes. Il y a peut-être d'abord quelques questions en groupe complet que Adrien pourrait prendre. N'hésitez pas à brancher votre micro si vous avez une question. Oui, j'ai une question, Frédéric Toussaint. Merci. Oui. En tout cas, c'était vraiment très clair et vraiment merci beaucoup, Marguerite, d'avoir organisé cet atelier, ce séminaire. Donc, j'ai une question. Donc, moi, je démarre juste au Manoir du Catel l'activité. On a déjà fait 3 mariages, mais vraiment relationnels plutôt. On a 2 handicaps. C'est la taille de notre salle on a une capacité théorique ERP de 125 personnes, mais les traiteurs nous ont demandé de réduire à 85 pour que ce soit fluide. Donc, en fait, on considère comme très petit en jauge et on voit que ça nous fait perdre. Il y a beaucoup de gens qui voudraient venir et on est à 85. Et le deuxième handicap que nous avons, c'est que, on n'a aucun hébergement sur place. Et puis surtout, on est près d'Yvetot et en fait, même, il faut faire 25 km pour dormir. Donc, voilà, alors des gens acceptent de faire des navettes, ça renchérit le coût, bien sûr, du mariage. Voilà, donc on a ces 2 problèmes-là. Et après, une troisième petite question, c'est de dire comment on peut avoir accès au prix de la concurrence autour, comment on fait pour savoir les prix qui sont pratiqués autour, sans trahir nos amis de la demeure historique bien aimés, bien sûr. Alors, c'est pas hyper glorieux ce que je vais vous dire, la façon dont on récupère les prix de nos concurrents, mais ce sont les méthodes qui sont employées dans le monde du commerce. Et ben, je vous invite à vous inscrire sur mariage.net et puis dire que vous allez vous marier. D'accord, ok. Voilà, je vais mettre une perruque, d'accord. Ouais. C'est un peu filou, mais c'est la façon efficace de finir les… Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, j'ai fait comme ça lorsque j'ai ouvert il y a 6 ans pour benchmarker le territoire. J'ai créé un mail, j'ai créé un profil et j'ai fait des demandes de mariage alors à l'époque, je benchmarkais, donc j'étais très large, on va dire, mais dans une 50aine de lieux qui entouraient Hermival. Pour connaître leurs tarifs, leurs services et voir comment me positionner. Voilà. Donc, il n'y a pas 36 000 méthodes. Hein. D'accord. Et juste une petite question également sur les commissions qu'on peut demander. J'ai compris que tu ne demandais pas de commission, toi, à tes traiteurs. Non. Ça peut être quoi le prix d'une commission pour ne pas se fâcher avec un traiteur qu'on aime bien ou des traiteurs? C'est quoi ce qui est pratiqué en général? Bon, en général, ça tourne autour de 5%. De ce que moi, je peux connaître auprès de mes confrères, ça tourne autour de 5%. Alors après, il y a différentes choses. Je ne l'ai pas dit, mais il y a les commissions sur le chiffre d'affaires et il y a également des commissions de référence, enfin on va dire des tarifs, des factures de référencement. Je m'explique, il y a un lieu qui fait ça par chez nous et je trouve pas ça idiot. Et ben en fait, ils ont créé leur petit mariage.net en interne, c'est-à-dire qu'en gros, ils font payer les prestataires pour apparaître sur leur liste. Ah oui. Donc en gros, je sais pas, je dis une bêtise, si demain vous voulez avoir une liste de 10 traiteurs que vous proposez, bah, vous leur dites, bah, écoutez, moi je vais te mettre sur ma liste, donc ça veut dire que je vais pousser à ce que tu travailles avec moi.
Alors après, vous pouvez faire le premier sur la liste ou le dernier sur la liste avec un différent tarif, ça chacun fait comme il veut. Mais du coup, vous pouvez lui dire, voilà, par contre, c'est 300 € à l'année, tu payes un forfait pour être sur ma liste, et dans ce cas-là, moi, je parle de toi. Voilà. Et s'il n'y a plus de problème de commission, ou des fois, ça peut me mettre un peu opaque sur le… Il peut ne pas vous donner la facture finale, par exemple, ou en tout cas, ne pas être honnête là-dessus. D'accord. Et sur l'hébergement, donc ça ne te semble pas, les gens, on voit qu'à cause du fait de la boisson et des contrôles, les gens, ça devient un vrai handicap de ne pas avoir de site, d'hébergement. Ouais, malheureusement, oui, ça, sans te démoraliser, mais oui, aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose, même quitte à… Alors, tu sais, ici, nous, par exemple, à Hermival, on accueille 100 personnes. Oui, effectivement, mon ERP, effectivement, c'est un 150, mais moi, c'est 100 personnes dans la salle. Pour les mêmes raisons, le traiteur m'a demandé de limiter. Donc, moi, je prends des mariages à 100 personnes en moyenne. J'ai pas 100 hébergements, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai référencé tous les gîtes du village qui ont eu la bonne idée de s'installer depuis 6 ans qu'on est arrivé, parce qu'ils ont senti que c'était intéressant. Et du coup, ça permet de faire aussi un peu de politique locale. On est bien vu parce que du coup, on fait travailler les gîtes autour, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, d'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Quid du remboursement cas d'annulation, Nathalie? Alors, il y a plusieurs façons de travailler, mais alors ça, du coup, c'est très lié au contrat. Je peux te parler de mon cas à moi et de ce que je peux connaître encore une fois, des confrères. Quand je parle des confrères, c'est qu'en fait, nous, ici, dans le Calvados, on a un petit groupe officieux des lieux de réception qui ne sont pas forcément des audacieux. On est une petite trentaine à discuter. On va dire qu'on est une quinzaine proactifs à qui on échange pas mal. Voilà. Donc, ça nous permet notamment de se renvoyer des contrats annulés ou des choses comme ça, ou des tips sur des contrats à ne pas prendre. Ça, c'est un autre débat. Le remboursement des annulations, par exemple, je parle de mon cas à moi. Si les personnes annulent, un acompte est un acompte. La loi en France dit que l'acompte est conservé, donc je conserve l'acompte. Point. Après, si commercialement je suis sympa, je peux très bien dire que je le rembourse si j'arrive à revendre la date, aux conditions que je l'ai revendu. Cas concret, j'ai revendu une date au mois d'octobre. Pour l'avoir, j'ai dû faire une sacrée ristourne, mais par contre, j'ai rempli. Donc, du coup, je ne rembourse pas l'acompte parce que du coup, je l'ai vendu avec l'acompte en moins, on va dire. Chez nous, lorsque les gens annulent 6 mois avant la réception, le solde est dû. C'est jamais arrivé, heureusement. Enfin, non, je dis c'est jamais arrivé. Si, j'en ai eu 2 annulations à 15 jours de la réception il y a 2 ans. Moi, ça me va très bien, parce que du coup, j'étais payé. Et j'étais payé de l'intégralité du mariage et ils ne se sont pas mariés parce qu'ils se séparaient pour des raisons personnelles. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment bien border son contrat. À compte solde avec des bons timings, c'est assez important. Voilà, ça évite tout problème. On se réfère au contrat, c'est signé par les 2 parties, terminé. Alors, on a 2 personnes qui ont levé la main pour des questions. Doric. La question, c'est quelle est la teneur du partenariat avec Brightbook? Là, aujourd'hui, Brightbook, alors par exemple, de mémoire, l'abonnement, normalement, il est à 349 € par mois. Pour un abonnement, genre, je crois que c'est le Venue Expert qu'ils appellent ça, donc on va dire que c'est un peu le top. Alors, ce qui est bien chez Brightbook, c'est qu'ils ne font pas par catégorie, genre domaine, château ou autre, comme fait mariage.net, et ils ne font pas par département. Vous savez, la fameuse règle qui fait que vous payez plein pot lorsque c'est… Moi, par exemple, je suis à 8 km du département voisin. Donc, il faut que je paye plein pot sur mon département dans lequel je suis et plein pot dans le département qui est à 8 km. Alors, eux, ils ne fonctionnent pas de cette manière, ils travaillent de manière régionale. Donc déjà, c'est un peu plus intéressant. Bon, après, je dis ça, le jour où on sera 50 dessus, on sera peut-être un peu noyé dans le truc, mais force est de constater que mes clients, lorsqu'ils recherchent un lieu de réception, ils ne cherchent pas Calvados, ils cherchent Normandie. Moi, je suis parfois en concurrence avec des lieux dans la Manche, donc pour vous dire, à 150 km. Bref, donc Brightbook est pas trop mal, et 349 € de base, et là, aujourd'hui, j'arrive à avoir quelque chose à 199. Ils ont fait un truc genre presque moins 40 ou moins 50%. Mais ça, c'est par quoi? Le prix, c'est pour combien, Adrien? Par mois. Par mois, d'accord. Voilà. Donc là, je suis en test. Je vous dirai dans un an si ça a été efficace ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'essaye, ne serait-ce que pour faire tomber un peu mariage.net de son statut de leadership. Ouais. Oui, donc c'est un partenariat qui a été négocié par la demeure historique là, tout récemment. D'accord. Très bien. Bravo. Alors, on avait une autre question. Adrien, bonjour, c'est Igor. Très intéressant tout ce que tu as présenté. Et je vais reprendre ce que tu venais de dire concernant la petite réunion que tu as avec tes confrères. Nous, on fait ça depuis presque 8 ans maintenant.
une fois par an. Alors, il n'y a pas que les châteaux classés autour de nous dans l'Oise. Les salles qui sont à peu près du même style, qui sont des salles de belle qualité, on se retrouve 1 à 2 fois par an, en début de saison et en fin de saison, pour faire le point. Et ça nous permet de faire un tri sur les prestataires, les problèmes qu'on a avec des traiteurs qui font faillite ou des choses comme ça. On vérifie un certain nombre de choses et on permet de se tenir au courant. De toute façon, le goût des clients et le nombre de clients que nous, on a est globalement suffisant, mais on veut éviter pas mal les problèmes. Et c'est une façon aussi de voir le marché s'il y a un nouvel entrant qui commence pas à mettre des prix à 1 500 €. Voilà, c'est des choses que je trouve assez intéressantes. Autre point, c'est concernant les commissions. Alors, il y a évidemment le débat sur on a envie de restreindre et de fonctionner avec des prestataires que l'on connaît, dans lesquels on a confiance, qui pratiquent des prix qui correspondent à sa clientèle, qui respectent les lieux. Tout ça, c'est des choses que nous, on impose de base, mais on laisse une forme de liberté aux clients de pouvoir présenter un prestataire extérieur sous certaines conditions de cahier des charges, etc., ce que tu expliquais. Mais dans ce cas-là, on impose un surcoût aux clients. C'est-à-dire, on leur dit, c'est 600 € de plus quand vous prenez un prestataire à l'extérieur. Et on a un collègue adhérent et audacieux, je n'ai pas vu là dans la liste aujourd'hui, mais qui lui va jusqu'à 1 000 €. D'accord. Voilà. Bon, c'est un château important qui fait. Bon, peu importe, mais c'est le principe. Et les gens savent que s'ils veulent absolument leur traiteur qui est leur ami, leur je sais pas quoi. Alors, on voit des choses un peu parfois. C'est beaucoup moins professionnel. Et évidemment, quand on voit arriver ces prestataires, nous, on essaie de limiter ça au maximum. Mais de temps en temps, malgré tout, c'est peut-être 20% de gens qui choisissent des prestataires à l'extérieur. Et ça évite de bloquer complètement des gens qui veulent absolument venir chez nous et on leur laisse quand même une possibilité. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est une option qui est possible. Ça permet de dissuader des fois, effectivement, et d'orienter, on va dire, un peu, mais en laissant une porte ouverte quand même. Donc, c'est pas idiot, ouais. Alors, il y avait Alix, regarde, oui. Il faut brancher votre micro, Alix. Le micro, Alix. Oui, excuse-moi. Oui, je suis désolée. Bonjour Adrien, merci pour tout. C'est passionnant tout ce que tu expliques. Alors moi, je suis au manoir de Villers et en fait, on a déjà fait des mariages par le passé et j'aimerais bien relancer ça. Mais pour notre part, en fait, on ne souhaite pas, pour le moment, on ne souhaite pas démeubler le manoir. Donc en fait, ce que nous, on proposait dans le temps, c'était des manoirs, d'installer un chapiteau dans le parc. Et en fait, je vois qu'il y a régulièrement, on a des gens qui viennent vers nous pour demander si on était ouvert pour accueillir donc des mariages. Mais à chaque fois que je leur réponds ça, ils me disent ah mais non, nous on recherche en intérieur. Alors Claire, est-ce que ça marche encore les chapiteaux installés dans les parcs pour les mariages, ou est-ce que justement la tendance est vraiment à faire des mariages en intérieur? Est-ce que tu as un peu un retour là-dessus? Bah oui, j'ai un retour. Moi, je le vois par rapport au rendez-vous que je fais avec mes clients, etc. Oui, prendre un château pour filer dans un chapiteau, ça peut parfois être. J'ai un peu caricaturé, mais c'est ça. C'est-à-dire que ils sont plutôt en recherche d'être à l'intérieur du château ou d'un commun, parce que généralement, c'est assez rare dans le château même, c'est plutôt dans un commun du château. Alors, c'est pas que les chapiteaux soient complètement boudés, mais il faut. Après, c'est toujours pareil. Il y a chapiteau et chapiteau. Nous, on en a monté un l'année dernière, donc on a un pavillon. On appelait ça le pavillon dans la cour. C'est une structure sur mesure d'extérieur. On dirait une orangerie éphémère. C'est magnifique. Ça a coûté très cher, mais c'est un chapiteau. Mais c'est un beau chapiteau. Donc voilà. Bon, c'est vrai que ça peut parfois être boudé. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas favorable à faire rentrer les mariages au sein du château parce qu'il est encore meublé, c'est ça? Oui, c'est ça, pour le moment. Ça, c'est la grosse difficulté qu'ont beaucoup aussi, c'est d'arriver à faire des mariages chez soi avec des éléments qui restent. Bon, nous, Hermival, il n'y avait plus rien. Et de toute façon, on a rénové un commun. Donc, de toute façon, il n'y a rien dedans. C'est une salle qui est tout à fait neutre.
Et effectivement, je le vois marqué, il y a des orangeries permanentes. Alors ça représente un coût, mais il y a l'orangerie éphémère à Paris qui fait ça. Il y a 2-3 boîtes en France qui font ça et qui permettent de monter des orangeries éphémères sur son site et donc de créer une salle. Si on veut se lancer dans ce business-là, en tout cas, de créer une salle qui est tout à fait jolie. Il y a même des gens qui recherchent ce type de choses-là et avec le château en toile de fond et le parc autour, etc. Voilà. Donc, il y a chapiteau et chapiteau. C'est sûr que ça dépend comment on le présente et ce qu'on présente. Oui, bien sûr. Ok, merci. Est-ce proposé de Éric Chevalier juste de faire un contrat bien ficelé, un contrat de réservation? Je pense que c'est ça. Ouais, je pense qu'Éric parlait d'un. Ouais, pardon. Oui, tu as parlé de différents contrats avec tes prestataires, les contrats de réservation. Ça fait rêver, on se dit, s'il y a des choses bien foutues qui existent et qui évitent tous les ennuis, pourquoi réinventer nos choses? Ah oui, bah après, alors, je peux partager éventuellement mes conditions. Je pourrais mettre mes conditions générales de vente, par exemple, qui sont somme toute assez simples et qui sont, on va dire, adaptables sur différents lieux. Et quant au contrat, bah, je les ai partagés avec d'autres confrères, justement, comme disait Igor. C'est aussi l'intérêt de partager et de discuter un peu avec les autres et de ne pas rester dans son coin. Ça, je pense que c'est une erreur. Mais c'est qu'on en a partagé avec d'autres lieux. Oui, je pourrais éventuellement vous mettre le contrat que j'ai avec les DJ, avec les traiteurs. Alors, il faudra adapter à votre sauce, hein, parce que c'est surtout des documents techniques qui expliquent ce que j'ai, comment l'utiliser, mais des trucs tout bêtes, ne pas rouler sur les pelouses, éteindre les lumières, ranger les poubelles. Mais vous savez, ça paraît simple comme ça et ça paraît évident, mais c'est bien de le répéter et de faire signer quelqu'un en bas de la page. Mais ça paraît tout bête, mais c'est toute l'expérience. Ah bah c'est exactement. De toute façon, moi je l'ai fait au bout de 5 ans et ce que je viens de dire, les 3 éléments, là, c'est uniquement des bêtises qui ont eu lieu ici. Et c'est toujours un peu embêtant quand ça arrive. Donc là, au moins, ça me permet de taper directement sur les doigts du traiteur lorsque ça arrive et d'envoyer éventuellement une facture. Ça fait peur. Bon, bah, j'ai osé demander, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à être intéressé. Merci. Bah, je verrai dans ce cas-là pour le mettre. Alors, je le réadapterai en supprimant mes éléments techniques à moi, peut-être éventuellement, mais je vous le partagerai sur la workplace dans ce cas. On prend une dernière question de Nathalie. Nathalie, dis-moi. Oui, moi j'avais juste il y a 2-3. On pourrait peut-être partager aussi les trucs un peu incontournables du genre les toilettes, les conditions des toilettes, les toilettes sèches. Ça, je peux vous en parler, mais qui sont des trucs qui peuvent être importants. La surveillance des lieux. Moi, je sais que j'ai eu besoin de prendre quelqu'un qui surveille, etc., jusqu'à 4 heures du mat et compagnie. Tu vois, des petits détails comme ça qui font qu'on simplifie la vie. Parce que c'est vrai aussi qu'en fonction du lieu, on en a besoin ou on n'en a pas besoin. Donc, je ne sais pas si toi, de ton côté, Adrien, tu as des petits trucs et astuces qui t'ont vraiment pollué la vie au début, et qui pourraient aider les uns ou les autres, quoi. Ouais, alors là, comme ça, tout de suite, en fait, quand on a rénové, nous, ici, on a paramétré les lieux pour faire ça. Il n'y a rien trop qui m'a pollué. Alors si, le truc le plus polluant, je pense qu'on a tous ce problème-là, c'est le tapage nocturne et le bruit, mais ça, je pense qu'on va pas en parler parce que ça durerait 3 heures. Donc on a trouvé des solutions pour limiter, on va dire, ça avec le voisinage. Mais en tout cas, je sais que ça, c'est le point noir de tous les lieux de réception avec qui je discute, c'est le bruit. Donc si vous vous lancez dans ce projet-là, je vois qu'il y a des demandes. Si vous vous lancez un jour sur ce projet-là, méfiez-vous de ce point-là. C'est le truc qui pourrit la vie de beaucoup de lieux de réception, qui peut emmener en procès, qui peut être vraiment un truc pénible. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas trop d'autres. Tout de suite, là, comme ça, j'en ai pas. Oui, alors je vois que Doric demande quand commencent les sous-groupes. Ouais. On va juste peut-être donner un petit commentaire à la question de Cécile qui nous demandait combien êtes-vous en interne? Ouais. Pour l'organisation d'un mariage hors prestataire externe, moi j'ai que des prestataires externes. Alors pour mon cas de figure, moi je suis tout seul avec une femme de ménage ici, et en fait dès l'instant où j'ai des prestataires externes, j'ai pas spécialement besoin d'avoir plus que ça. Ça fait des belles journées, je vais pas vous mentir, mais je gère pas un mariage. Moi vulgairement, je leur laisse les clés, j'ai mon téléphone d'astreinte et je sais que tout est bordé, et derrière après je reviens quand ils ont fini.
vulgairement, c'est un peu ça. En réalité, je suis sur place, donc j'ai un œil sur ce qui peut se passer et sur les prestataires qui sont là. Mais voilà. Mais après, ouais, alors j'ai pas parlé de tout ça, mais effectivement, là, on a tous une manière très différente de gérer un mariage. Nathalie parlait effectivement du personnel, éventuellement pour la sécurité ou en tout cas pour surveiller, etc. Bon, il y a plein de choses possibles pour la façon dont on gère un mariage chez soi. Mais ça ferait l'objet, je pense, d'un autre séminaire. Absolument, oui. Alors, on va commencer les sessions en groupe. Je vais vous répartir, en fait, dans les ateliers qui sont ouverts. Juste une petite question, excuse-moi, c'est Frédéric. Tu as l'intention de refaire quelque chose comme ça aussi bien avec la partie séminaire ou est-ce que… Parce que c'était vraiment bien. Merci beaucoup, Adrien, et merci. Je t'en prie, mais merci à toi. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose sur les séminaires aussi? Ça m'intéresserait aussi, moi. Ah, une conférence sur les séminaires professionnels? Oui. C'est pas les mêmes problématiques, quoi, voilà. Mais quelle bonne idée, Frédéric, ça. Mais quelle bonne idée. C'était le thème du séminaire à Josselin l'année dernière. Josselin, ouais. Et en effet, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup à faire. Et pareil, ça nous avait fait tous améliorer plein de trucs. Donc, c'est une bonne idée. En fait, il faudrait qu'il y ait une récurrence peut-être, tous ces thèmes-là, qu'on les traite systématiquement une fois par an. Peut-être de manière plus globale, c'est comment recevoir un événement chez soi, tout simplement, et que ce soit un événement privé ou pro. Peut-être que ça, voilà, effectivement, comme vous le dites, on ne gère pas un séminaire pro comme on gère un mariage. Clairement, ici, nous, ce n'est pas du tout le même job. Donc, peut-être que ça peut être de manière plus globale sur un temps plus long, comment accueillir, mais sans forcément le contenu, mais sur du pratico-pratique et de la logique, comment accueillir un événement chez soi. Ok. Merci en tout cas. Et ben, on fait les sous-groupes, c'est ça? Voilà, c'est noté pour la suggestion séminaire pour une prochaine conférence. Et j'ouvre les groupes. Alors peut-être Adrien et Marguerite de Mézrac, vous pouvez vous-même participer à un groupe ou est-ce que vous avez besoin? Attends. Tu les as mis en dessous. Moi, je me mets dans le 1. Voilà. Alors, très bien. Je me jette dedans. Ok, et moi, je me mets dans le 2. Parfait. Et je prends le 3 et je répartis tout le monde.